Passer à l'intervention suivante d'Hélène Licandro-Serrault qui va nous parler de la stratégie de génétique inverse sur les lactobacilles de la fonction au gène. Bonjour et merci aux organisateurs de ce colloque. Donc, je vais vous parler en fait d'une stratégie qui est tout à fait complémentaire à celle que Florian vient de vous exposer, qui est la mutagénèse aléatoire, donc dans une optique de génétique inverse, et plus particulièrement chez les lactobacilles. Donc, la génétique inverse, c'est la possibilité de pouvoir, à une fonction, attribuer un gène. Et en fait, la mutagénèse aléatoire nous permet de réaliser cette génétique inverse. Donc c'est une stratégie qui a déjà fait ses preuves, puisqu'elle a permis d'identifier notamment des facteurs de virulence, des gènes de sporulation ou de résistance au stress. Elle a permis également pour plusieurs espèces bactériennes de déterminer les gènes essentiels. Donc j'avais mis un petit exemple là de Salmonella. Donc en rouge, le cercle rouge, c'est les gènes essentiels. Et les bleus, voilà, c'est les gènes non essentiels pour Salmonella dans une culture in vitro. Mais également, par la mutagénèse aléatoire, on peut avoir des gains, des pertes ou des modifications des fonctions bactériennes. Par exemple, on peut directement, dans certains cas, obtenir des résistances aux phages ou au contraire éliminer la résistance aux antibiotiques. Donc, dans un premier temps, je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne la mutagénèse aléatoire. Donc, si vous prenez Lactobacillus dans son environnement, elle va se retrouver face à différents types de stress et aussi avec la nécessité de synthétiser et d'assimiler différents composés. Donc, on va chercher par quel moyen cette bactérie va pouvoir résister à ces changements environnementaux. Donc en bas, là, je vous ai représenté les cartes. Dans son jeu, elle a différentes cartes en main qu'elle va pouvoir jouer en fonction de l'environnement. Le problème, c'est de savoir quelle carte elle va jouer. Ce que j'appelle les cartes, ça représente les gènes. Selon les bactéries, on va dire qu'on en a entre 2000 et 5000 gènes. Le moyen de connaître tous les gènes qu'elle peut avoir dans son jeu, c'est le séquençage et la notation du génome. Par contre, comment savoir, à partir de l'ensemble des cartes, quelle carte elle va jouer dans un contexte donné? Donc là, je vous prends l'exemple de la synthèse d'un composé, du composé vert qui est ici. Donc, par la mutagénèse aléatoire, on ne peut pas directement savoir la carte qu'elle va jouer. Par contre, dans les bactéries, on peut éliminer au hasard une des cartes et tester les mutants qu'on a obtenus pour leur capacité à synthétiser ce composé. Par exemple, au hasard, j'élimine une carte et je regarde s'il y a toujours la présence de ce composé vert. Toujours. Une autre carte dans une autre bactérie, toujours le composé. Une troisième carte, la bactérie est incapable de produire le composé vert. Donc on peut attribuer à cette carte la capacité de production du composé vert. Bien sûr, dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe. On peut avoir plusieurs cartes qui sont mises en jeu et plusieurs niveaux de régulation. Et bien sûr, les perturbations peuvent être diverses. Donc, sur cette vue d'ensemble, un peu comme vous l'a présenté Nicolas, vous avez les différentes possibilités de variation environnementale et aussi les différents niveaux de régulation génomique, mais aussi la production et la dégradation des protéines et les interactions au niveau de la paroi de la bactérie. Donc, plus en détail, comment réaliser cette mutagénèse aléatoire? Je vais vous parler de deux manières. La première, c'est d'utiliser les transposons.
Donc les transposons, ce sont des petits éléments génétiques mobiles qu'on retrouve chez les bactéries, même chez les eucaryotes. Et ils sont capables de s'exciser de leur locus pour aller, d'une manière aléatoire, dans un autre locus de l'ADN. Donc, ce qu'on peut faire, nous, c'est prendre ce transposon et le mettre sur un plasmide et transformer génétiquement la bactérie avec ce plasmide. Une fois le plasmide à l'intérieur de la cellule, il va produire une transposase, c'est ce que j'ai mis ici en rouge. Et cette transposase va être l'enzyme qui va permettre l'intégration du transposon quelque part dans le génome. Ici, vous avez une intégration au niveau du gène jaune et donc vous aurez un mutant pour le gène jaune. Dans une autre bactérie, le transposon ira ailleurs, ici sur le gène vert, etc., etc. Il peut également s'insérer dans des régions intergéniques. Donc, cette vision assez simpliste, mais en fait, selon le type de bactérie qu'on étudie, il va falloir développer un outil qui soit adapté à cette bactérie. Je ne vais pas rentrer plus en détail dans le type d'outil que l'on a développé, mais il faut voir que, en fonction des limites de chaque bactérie, ça peut être un gros travail de développement que d'obtenir un outil avec les transposons pour générer de la mutagénèse aléatoire. Donc, dans le cadre de notre équipe, nous avons développé un outil pour les lactobacilles et plus particulièrement Lactobacillus casei. L'autre approche de mutagénèse aléatoire est la mutagénèse chimique. Donc, dans ce cas-là, on va utiliser un composant chimique, par exemple l'éthylméthylsulfonate, et ça va être un composant qui va favoriser des mutations ponctuelles au niveau de l'ADN. Donc, pour les chimistes, vous avez ici l'explication. En fait, l'éthylméthylsulfonate va transformer la guanine et entraîner des mésappariements. Autrement dit, au bout de 2 générations, le couple GC sera transformé en couple AT, parfois sur le génome. Donc ce type de mutation ponctuelle peut être totalement silencieux ou neutre, ou alors ça peut aussi entraîner des mutations non-sens ou faux-sens, c'est-à-dire un changement d'acide aminé au niveau de la protéine qui peut moduler la fonction de la protéine, ou alors l'apparition d'un codon stop, et dans ce cas-là, ça va interrompre la synthèse de la protéine, et donc on n'aura plus du tout cette protéine qui fonctionnera de manière normale dans la cellule. Donc cette technique, elle nécessite moins de développement que la technique de mutagénèse par transposition, en particulier quand on sort du modèle de laboratoire qui est facilement transformable et manipulable. Elle permet de générer des mutations ponctuelles plutôt que d'insérer un grand fragment d'ADN. Et à ce titre, c'est un peu l'accélération d'un phénomène naturel et on peut aller demander le statut grâce pour des mutants qui seraient obtenus de cette manière-là, donc des souches considérées comme plus sûres. Cependant, la limite, c'est qu'on ne sait pas s'il y a si on a une ou plusieurs mutations chez le mutant, et on ne sait pas du tout où elles sont. Et c'est beaucoup plus compliqué de remonter en fait, au gène qui a été muté par ce type de technique que par la technique de mutagénèse par transposition. Donc l'aspect cognitif pour cette technique est plus limité que pour la technique de mutagénèse par transposition. Donc je vais vous parler de 3 exemples en fait, d'applications de mutagénèse aléatoire que nous avons réalisées au sein de l'équipe. Donc le premier exemple, il concerne une problématique plutôt de procédés alimentaires. Et donc nous avons étudié la résistance de Lactobacillus pentosus durant la fermentation des olives de table. Donc les olives de table, c'est un procédé naturel, assez empirique, et c'est un procédé qui est nécessaire pour la consommation des olives. Vous pouvez pas En fait, il y a besoin d'enlever l'amertume des olives pour les consommer. C'est réalisé par des bactéries lactiques et des levures. Il y a une flore qui est très sélectionnée, puisque la saumure contient des composés phénoliques inhibiteurs et aussi une forte concentration en sel. Donc, nous avons réalisé la démarche qui sera toujours la même, construire une banque de mutants aléatoires,
donc d'une souche qu'on a sélectionnée pour ses capacités à réaliser la fermentation des olives. Deuxième point, trouver un milieu de criblage et cribler cette souche, donc tester les différents mutants pour leur capacité à croître dans la saumure de l'olive. Et enfin, à partir des mutants identifiés, enfin à partir des mutants qu'on obtient, identifier les gènes nécessaires à cette adaptation. Donc, les mutants, on les obtient sur les boîtes. Bon, nous, on ne bénéficie pas de la plateforme, donc on utilise le cure-dent. Et donc, on les ordonne sur ce type de plaque en 96 puits. Et donc, voilà le génome de Lactobacillus pentosus, donc environ 3000 gènes. Donc, nous avons criblé, en fait, 6000 mutants. Donc là, l'édification du criblage était assez simple. Ce qu'on a fait, c'est de chercher un milieu gélosé, donc qu'on puisse mettre dans une boîte de pétri, et qui soit représentatif de la saumure des olives, qui présente bien tous les stress. Donc il y avait de la saumure, il y avait du sel, et puis un peu de glucose et d'extrait de levure pour que les bactéries poussent. Et en parallèle, on a fait un milieu contrôle. Donc on a répliqué à chaque fois sur les géloses, soit sur le milieu contrôle, tous les mutants, soit sur le milieu qui mime la saumure. Et on a ainsi obtenu 5 mutants qui poussent sur le contrôle positif et qui ne sont incapables de pousser sur le milieu qui correspond à la saumure. Donc ici, vous avez la carte en fait, des mutants avec les insertions du transposon. Donc ces 5 mutants, ils nous ont permis d'améliorer notre compréhension des mécanismes d'adaptation à cet environnement, de la saumure, et d'attribuer des fonctions à des gènes. Donc on avait par exemple une protéine hypothétique membranaire, mais aussi d'attribuer un peu des nouvelles fonctions à des gènes annotés, ou en tout cas de montrer leur implication, comme par exemple le gène de l'énolase, qui est important pour s'adapter à la saumure. Une des applications possibles c'est que on a vu que aussi les gènes qu'on avait identifiés sont surexprimés dans les conditions de fermentation des olives. Donc on peut aussi imaginer de pratiquer la mutagénèse chimique, comme je vous l'ai montré, et d'obtenir des mutants qui soient dérégulés pour ces gènes intéressants, donc des gènes plus fortement exprimés qu'à la normale, et qui seraient donc des souches beaucoup plus efficaces pour fermenter les olives, et donc éviter les accidents de fermentation. Donc, le deuxième exemple que je voulais vous montrer, ça concerne plutôt les mécanismes biologiques et la fonctionnalité. Donc là, c'est dans le cadre de l'étude de la réponse aux acides phénols. Donc les acides phénols, ce sont des phénols qui sont inhibiteurs de certaines espèces bactériennes et qui se retrouvent dans les végétaux, dans la cellule végétale. Donc très souvent, les bactéries sont confrontées à ces acides phénols. Et certaines bactéries ont développé une réponse spécifique à ces acides phénols grâce à une enzyme que nous avons nommée PADA et qui permet de transformer le composé acide phénol en vinylphénol, qui est un composé moins inhibiteur et qui aussi est un composé qui émet des odeurs, notamment dans le vin, qui sont non désirées. Ça, c'est une autre problématique. En tout cas, pour la bactérie, ça permet d'échapper au stress. Donc là, la mise en place du criblage était un peu plus complexe que pour les olives. Donc, 2 hypothèses possibles. On sait que, on a vu donc que l'activité, la réponse était inductible. Donc, nous avons recherché quel régulateur était responsable de cette inductibilité de l'enzyme. Donc ici, vous avez le gène de l'enzyme PADA. Et là, le gène que l'on recherche. Donc 2 hypothèses, soit le gène est un activateur, soit il est un régulateur. Pour simplifier le discours, je vais vous parler que de l'hypothèse, soit il est un activateur, soit un répresseur. Donc pour simplifier, je vais parler uniquement de l'hypothèse du répresseur. Donc si le gène inconnu est un répresseur, en absence d'acide phénol dans l'environnement, il va bloquer
l'ARN polymérase, donc bloquer la transcription du gène, la synthèse d'ARN messager, les protéines, et il n'y aura pas d'activité acide-phénol. Quand il y a des acides-phénols dans le milieu, dans ce cas-là, le répresseur va être inactivé et va permettre la transcription du gène. Et dans ce cas-là, on verra une forte activité PAD, la transformation des acides phénols en dérivés non toxiques, donc la levée du stress pour la bactérie. Maintenant, à partir de cette hypothèse-là, il fallait réaliser un outil qui permette le criblage de plusieurs mutants. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un gène reporter, donc ici le gène LAGZ. Et tel que nous l'avons positionné, en fait, le gène LAGZ est représentatif de l'activité PAD qu'on aurait et permet un criblage sur boîte de pétri blanc-bleu. Donc, en présence d'acide phénol, on a une couleur de colonie bleue chez le sauvage. En absence d'acide phénol, blanche. Donc, en absence, si on émet l'hypothèse qu'on a obtenu un mutant dans le répresseur, on doit avoir la couleur bleue, mais sans les acides phénols dans le milieu. Et c'est ce qu'on a réalisé. En fait, on a criblé la souche et sur 20 000 colonies blanches, on a obtenu 14 colonies bleues qui, après analyse, étaient toutes des mutants sur le même gène, qui est le gène PADR. Et c'est ainsi que le gène PADR a pu être identifié. Enfin, le troisième exemple que je voulais aborder, c'est plus sur une problématique de compréhension, enfin de santé et de compréhension. Il s'agit de l'établissement de Lactobacillus casei dans l'intestin. Donc l'objectif, c'était de déterminer des gènes qui soient importants pour les premières étapes de colonisation intestinale. Donc, comme pour les autres, édification d'une banque de mutants et mise au point d'une stratégie de criblage, avec d'autres limites, vous allez voir. Donc, l'idée, c'était de cribler les mutants dans un modèle animal afin de savoir s'ils étaient capables de coloniser cet animal. Autrement dit, je mets un mutant orange et je regarde la quantité après mon criblage in vivo. Donc, si j'ai la même quantité, le gène muté n'est pas important. Si j'en ai pas ou moins, ça veut dire que le gène est requis pour la colonisation. Même chose pour le gène vert. Comme vous avez vu, il faut cribler beaucoup de mutants pour faire le tour du génome des 3000 gènes de Casei. Donc, ça ne va pas être possible de faire ça avec 3000 animaux. Donc, il fallait pouvoir tester plusieurs mutants en même temps et les quantifier. Comment faire ? Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est inspiré donc, de travaux qui avaient été faits dans le cadre de l'étude de virulence et donc où il s'agit de mettre des codes barres sur les mutants. Donc on a mis les codes barres chez Lactobacillus casei. Et ensuite, grâce aux codes barres, on peut scanner la quantité avant et après passage chez l'animal. Et ainsi voir si un des mutants a disparu. En quoi consistent ces codes barres ? Les codes barres génétiques, c'est l'ADN. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des séquences ADN différentes et qu'on connaît dans chaque mutant. La scanneuse à code barre, pour nous, ça va être soit l'hybridation spécifique, soit la PCR quantitative. Un autre point que l'on a choisi de faire, c'est de limiter encore le nombre de mutants qu'on allait tester dans notre modèle. Donc, on a pour cela identifié l'ensemble des mutations avant de réaliser le criblage, donc par séquençage. Et ainsi, voilà, grâce au séquençage, donc séquençage de la région interrompue par le transposon, on a pu identifier 9000 mutants, sélectionner uniquement les mutants qui étaient interrompus dans des gènes et éliminer les redondances. On a ainsi obtenu 1110 mutants qu'on a groupés en une vingtaine d'ensembles. Donc, en fait, on n'a plus que 20 tests à réaliser au lieu des 9000 tests au départ.
Donc ici, vous avez la carte du génome de Lactobacillus casei avec en rouge les insertions du transposon au niveau des régions intergéniques et en bleu les insertions au niveau des gènes. Donc vous voyez que c'est bien réparti. Donc on peut dire que là, on a une librairie de mutants qui est plus facile à utiliser pour des modèles in vivo. Et également, on a un catalogue des gènes de Lactobacillus casei et on peut sortir au choix un mutant que l'on cherche pour une étude particulière. Donc on a 1110 gènes sur environ les 2900 gènes de Lactobacillus casei. Donc, en ce qui concerne la méthode de criblage, donc nous avons criblé les Lactobacillus casei au niveau de l'anse iléale ligaturée de lapin pendant 16 heures. Et on a comparé la quantité au départ sur la plaque et la quantité après les 16 heures dans l'iléon du lapin. Et on a sélectionné, donc après plusieurs répétitions, 47 mutants pour lesquels on constate une diminution d'au moins 3 fois entre l'entrée et la sortie. Donc, ces 47 gènes codent pour des fonctions diverses. On a vu certaines spécificités de fonctions et on a constaté qu'il y avait une bonne partie de ces gènes qui étaient conservés chez les firmicutes. Donc l'aspect cognitif peut aller un peu plus loin qu'uniquement Lactobacillus casei, mais peut-être aller sur l'ensemble des lactobacilles qui peuvent se retrouver au niveau intestinal. Donc ce que je tenais à faire passer comme message, c'est que pour ce type d'approche, il y a 2 points clés de développement. La banque de mutants, qui est en fonction et des bactéries et des attentes. Utiliser un transposon si la bactérie est transformable. Utiliser la mutagénèse chimique si on s'attend plutôt à des applications. Et le deuxième point, c'est d'adapter en fait, le criblage en fonction des attentes, de la problématique, des limites aussi de faisabilité, et de développer éventuellement les outils moléculaires pour cela. Et ensuite, à partir de ce couple banque de mutants et criblage, on peut avoir des réponses cognitives, donc c'était le comprendre de l'introduction, et puis aussi les applications. Voilà, des applications diverses. Donc je voulais vous remercier pour votre attention et également remercier toutes les personnes qui ont réalisé les travaux que j'ai mentionnés au cours de cette présentation. Donc des personnes au sein de l'UMR PAM dirigées par Patrick Gervais, notamment Georgia Perpetuni, Hélène Skornek, Jean-François Cavin qui est ici, et aussi des gens avec qui nous avons collaboré, de l'équipe Michaelis, donc Pascal Serror notamment, avec qui nous avons collaboré pour développer l'outil de mutagénèse, et des personnes de l'Institut Pasteur, avec qui nous avons collaboré, de la plateforme génomique et de l'unité PMM. Bien, je vous remercie. Merci Hélène pour cette excellente présentation, très richement illustrée d'applications assez compréhensibles à mon niveau en tout cas. Nous avons le temps bien sûr pour quelques questions à nouveau. Merci Hélène de cette très belle présentation, effectivement. Et dans ma réponse à Patricia tout à l'heure, j'avais omis cet outil-là. Et en fait, c'est quelque chose qu'on est en train d'essayer de... les approches, effectivement, soit de mutagénèse insertionnelle, soit de banque génomique, peuvent effectivement apporter, comme tu l'as montré, des éléments extrêmement importants sur les gènes impliqués dans la persistance. Je voulais juste... J'avais pas vraiment de questions, parce que j'avais déjà lu ton superbe papier dans PNAS. Non, c'était plus un commentaire. C'est qu'effectivement, la problématique de notre labo, comme beaucoup d'autres labos, c'est, comme l'a expliqué un peu Florian, c'est de savoir... de remonter jusqu'au gène pour éventuellement aller jusqu'à des allégations déposées à l'EFSA. Donc effectivement, là, c'est vraiment 2 stratégies qui sont complètement complémentaires. Et je crois que je mettrai de côté quand même la mutagénèse chimique. Parce que je crois que la mutagénèse chimique, ça va à l'encontre justement de l'identification de fonction. C'est quelque chose qui, pour moi, c'est un peu un tsunami sur un génome, quoi. Donc effectivement, tu vas pouvoir toucher
ton gène d'intérêt, mais tu ne sais pas ce que tu touches à côté. Exactement, il n'y a pas d'aspect de compréhension. Donc voilà, ça, donc nous, on a fait de la mutagénèse spontanée comme ça, de la mutagénèse chimique de mutants en présence de peroxyde d'hydrogène, c'était un tsunami. Hein. Effectivement, nos souches, elles résistaient mieux à H2O2, mais elles ne poussaient plus dans les milieux ad hoc industriels. Donc je crois que c'est quand même quelque chose sur lequel il faut vraiment appuyer. C'est deux stratégies qui sont complètement différentes, effectivement, la mutagénèse chimique et les stratégies qui sont beaucoup plus élégantes, comme celles que tu as décrites, ou la banque génomique. Et après, le dernier commentaire que je voulais faire, c'est qu'effectivement, je pense que ta stratégie est plus élégante que la banque génomique, parce que tu élimines le biais de passer par un intermédiaire qui actuellement est coli et donc qui n'est pas du tout adapté à faire de la recherche de gènes chez des bactéries Gram+. Mais le souci, c'est qu'il faut quand même que tu arrives à transformer ta bactérie. C'est ce que tu as mentionné. Et donc, par exemple, pour Faecalibacterium prosnitzi, on n'a pas le choix. On est obligé d'utiliser une banque génomique, au pire avec E. coli, au mieux avec un autre Gram+. Mais c'est une stratégie qui est absolument superbe. Les banques insertionnelles, là, actuellement, chez les lactobacilles, chez nous, on fait à la fois banque génomique et banque insertionnelle en collaboration avec Pascal Serror. Donc je ne peux que inciter les gens qui sont dans la salle, qui veulent connaître des gènes, des fonctions d'intérêt, d'utiliser, si leur bactérie est transformable, ta stratégie qui est, à mon avis, plus élégante et plus... parce que tu restes en fait at home, quoi. Oui. Il n'y a pas d'histoire d'hôte intermédiaire. Voilà. C'était juste un commentaire. Merci. J'ai une petite question pour le screening des souches. En fait, vous lancez une population de mutants, pour l'exemple du lapin. Comment vous contrôlez l'effet symbiose entre ces différents mutants? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il peut y avoir un effet symbiose qui permettrait de maintenir un mutant plutôt... Bien sûr, oui. C'est un des points, c'est qu'on ne peut pas voir les mutations qui pourraient être complémentées par d'autres mutants du pool. Donc, par exemple, par ce système-là, pour aller chercher des protéines qui ont un effet lorsqu'elles sont sécrétées, ça ne permet pas d'identifier ça, du fait de l'ensemble de mutants. Il y a un effet de complémentation évident. Et ce serait compliqué de mettre en œuvre justement différentes schémas de population pour justement mélanger les clones? Ça coûterait cher, j'imagine. Oui, c'est les cobayes, quoi. Ça se pense à chaque fois en fonction du problème et compliqué. Oui, a priori, on pense tout de suite à les tester un par un et ça, c'est pas possible. Donc, et j'ai une autre petite question sur la mutagénèse par transposition. Est-ce qu'elle fait juste des insertions ou il peut y avoir de la surexpression? Non, là, c'est un transposon qui est dessiné uniquement pour faire des insertions. Il n'y a pas de promoteur à l'intérieur qui permettrait de faire de l'expression. Il faudrait, on peut se baser sur l'outil et rajouter un promoteur constitutif ou inductible, pourquoi pas. Juste pour confirmer, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur la mutagénèse chimique. Simplement, on peut peut-être moduler une expérience qui a été faite il y a 40 ans avec le débromouracil, où j'avais une problématique sur des cultures de cellules, et en particulier de surrénales, où les cellules épithéliales étaient envahies par les fibroblastes. Et donc, l'idée était de dire, on va leur donner à manger ce qu'elles aiment bien, c'est-à-dire des stéroïdes. Hein. Et pendant ce temps-là, les fibroblastes vont continuer de se développer et puis mes cellules, l'autre, ne vont pas se diviser. Ce qui fait qu'on a réussi à avoir un tsunami, mais un tsunami tout à fait spécifique. C'est-à-dire là en plus, mais ce n'était pas très moral, parce que de fait, on tuait toutes les cellules qui avaient faim, toutes les cellules qu'on avait faim, et celles qui avaient bien à manger, finalement, survivaient. J'avais juste une petite question. Quelle est la durée d'une étude comme celle sur LKZI? La durée de la mise en place de cette... j'ai travaillé 5 ans dessus. 5 ans. Non, mais il y avait peut-être aussi la mise au point des outils. Depuis la mise au point des outils génétiques, oui. Parce que là, maintenant, je crois que la question de Patricia, c'était plus de savoir, à partir de tes outils,
Voilà. Souche, tu me fais une banque de D'accord, oui, oui. Il y a 2 années de mise en place de l'outil. Donc, et là, on avait fait, disons, je pense qu'il faut raisonnablement compter 2 ans si on est sur un modèle assez complexe, in vivo. Et, bon, il y a quand même pas mal d'études préliminaires à faire aussi. Voilà. En dessous, voilà. Oui. Bon, bah voilà. Donc, j'estime la même. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, nous allons pouvoir clôturer cette session en vous remerciant pour votre attention.